Bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre nouveau rendez-vous pour passer un bon moment, découvrir du contenu juridique de qualité et à la cool dans un esprit léger. Alors je m'appelle Thibaut Kaoudal, je suis le cofondateur de Liway. Liway, c'est une solution de gestion des contrats, une legal tech, qui aide les juristes à mieux gérer leurs contrats. Mais assez parlé de moi, puisque pour mener à bien cette émission, je suis accompagné de deux chroniqueurs exceptionnels, sans qui voilà, tout ça ne serait pas possible, je tiens à le dire. Audrey Deléris, Pierre Landy, comment ça va aujourd'hui? Merci Thibaut, ravi d'être là pour le numéro 10 de ce talk. Ouais, c'est vrai que c'est Merci. la 10e. Ouais, et on a été super contents d'être déjà au numéro 10. Et pour tout vous dire, il y a 3 minutes, on était en train d'avoir un petit fou rire et bien rigoler. Je suis sûre qu'on va bien rire aussi aujourd'hui. Mais oui, 10, le numéro 10, qui l'eût cru? 10 et le 3 décembre, incroyable. Bon, génial. Alors, est-ce que vous voulez vous présenter déjà? Qui vous êtes pour nos auditeurs? Je commence. Allez, Du vas-y, coup, Audrey. allez, je Allez, commence. Ça fait. surprise, c'est toi qui commence. Allez, on changera peut-être la prochaine fois du coup. Donc Audrey Deléris, donc manager chez Fed Legal, donc cabinet de recrutement juridique et fiscal. Ça fait plus de 10 ans que ça dure et que j'accompagne les directions juridiques et fiscales dans le recrutement de juristes, fiscalistes, contract managers, de directeurs aussi, toutes ces matières confondues. Donc avec toujours autant de plaisir. Je suis donc accessoirement chroniqueuse depuis 5 semaines au sein du Legal Club Sandwich, pardon. Et puis aussi, donc, je co-anime, j'ai cofondé avec Pierre ici présent le Fleet Network pour French Lawyers in Tech, où nous sommes près de 250 personnes. Solange est là, évidemment, fait partie du Fleet Network, où nous animons en fait cette belle communauté de juristes dans la tech et en start-up. À toi, Pierre. Merci, bon, Pierre Landy, donc je suis avocat, j'ai fait toutes mes classes dans des sociétés américaines, enfin quasiment pour la plupart, Disneyland Paris, Walt Disney Company, Yahoo, je suis resté presque 16 ans, et puis lorsque j'ai quitté Yahoo, j'ai fondé une association d'avocats, c'est tous des ex-Yahoo qui sont en Italie, France, Espagne, UK et Allemagne, et on fournit des services juridiques externalisés aux entreprises, principalement dans la tech, dans ces 5 pays. Et depuis un an, j'ai rajouté une corde à mon arc, puisque en ayant moi-même bénéficié chez Yahoo lorsque j'ai managé une équipe importante, comme celle dont va nous parler Solange, j'ai eu l'occasion d'avoir accès à un executive mentor. Et c'est donc voilà, quelque chose que je fais maintenant. J'accompagne des directeurs juridiques, des associés et des équipes juridiques pour développer leurs soft skills et leur leadership. Voilà, ça c'est pour moi. Et donc, pour présenter le talk d'aujourd'hui, bon, on est ravis d'accueillir Solange Viegas dos Reis, qui est directrice juridique groupe chez Believe. Donc, Merci tu à vas nous toi. présenter un petit peu Believe. Ça va déjà, Solange? Très bien et ravi Bon, d'être avec vous aujourd'hui. bon, c'est un plaisir. Alors, on a souhaité t'accueillir aujourd'hui puisque toi, tu as commencé ta carrière dans les télécoms, où tu as passé quelques années, puis tu as rejoint Believe en 2017. Et chose un petit peu intéressante et pas commune, tu as fait passer cette équipe juridique chez Believe de 2 à 26 juristes à peu près, tu me diras si je me trompe, C'est en ça. 3 ans. Donc on a plein de questions à te poser sur tout ça, notamment voilà, sur quel profil tu as recruté, comment tu as organisé l'équipe, comment ça s'est passé, surtout qu'on est quand même passé par une phase où on était tous en remote ou en télétravail, donc voilà, ça a dû amener certaines difficultés. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Believe pour poser le cadre pour les auditeurs de Legal Club Sandwich aujourd'hui? Alors Believe, on n'est pas très connu du grand public, je pense, mais notre cœur de métier, c'est de fournir aux services, aux artistes et aux labels de musique, différents types de services adaptés à leurs besoins à tous les stades de leur carrière. Donc la brique de base, parce qu'on est quand même très dans le digital, ça va être la distribution digitale. Concrètement, ça va nous permettre à différents artistes un peu partout dans le monde d'être présents sur toutes les plateformes de distribution digitale de musique partout dans le monde. Donc chacun connaît les Deezer, Apple, Spotify et autres. Il faut savoir qu'il y en a plus de 250. Je pense que personne ne connaît le top de la plateforme musicale en Russie ou en Chine ou en Inde. Mais nous allons pouvoir permettre à tous les artistes et labels de musique de proposer leurs enregistrements sur ces plateformes-là. Et en complément, nous allons également fournir d'autres types de services comme de la promotion, énormément, le fait de pouvoir les intégrer dans des playlists sur ces plateformes-là, et également dans la vraie vie, de la distribution physique, du concert, du branding, des choses comme ça. Donc, un ensemble de services pour les artistes. Bon, génial. Merci pour la petite présentation. Et c'est aussi une entreprise française de la tech
qui fait partie du Next 40, donc de ces pépites de la tech qui sont amenés à devenir des géants demain, on l'espère. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le contexte pour l'équipe juridique? Pourquoi on passe de 2 à 26 juristes en 3 ans? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, le contexte, pour le résumer en un mot, c'est le mouvement. Certes, la DJ a bougé, mais pas que. Tout Believe a bougé. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée en septembre 2017, on était un peu moins de 500 dans le groupe. Aujourd'hui, on est plus de 1300 dans le monde entier. On a doublé le nombre de notre filiale, on a augmenté notre implantation géographique. Donc, il y a eu vraiment cette évolution du groupe. Dans le même temps, au sein de la direction juridique, il y a également eu un mouvement parce que quand je suis arrivée, les juristes traitaient le quart des sujets juridiques du groupe. Donc, il y avait eu un sous-investissement sur la fonction, comme c'est bien souvent le cas dans les startups, où on va plutôt miser sur la croissance, le commercial, et les fonctions support restent un petit peu de côté, ça a été le cas. Au cours de ces 3 années, il y a eu une prise de conscience importante chez Believe, comme dans beaucoup de startups aussi, qu'à un moment donné, pour accompagner la croissance, et notamment l'hypercroissance, il faut de la structuration. Donc, dès 2019, on a commencé à rattraper le retard, à se développer pour pouvoir accompagner cette hypercroissance sur l'ensemble des marchés où nous étions présents dans le monde entier. Et du coup, ça a inclus de renforcer les fonctions centrales, dont la fonction juridique, et construire de manière plus organisée le local. Ouais. Est-ce que tu peux présenter justement un peu l'organisation de l'équipe de manière générale, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment énorme, tu vois, d'avoir une équipe juridique de 26 personnes, alors que c'est sûrement pas le cas, c'est plutôt peut-être la norme pour une entreprise de cette taille. Mais est-ce que tu peux présenter un peu comment vous êtes organisé? Mmh. Alors je pense pas que ce soit énorme parce que quand on compare à des grands groupes français, on est quand même relativement, modéré avec nos 26 juristes. La structuration, on va dire qu'il y a 2 grandes, lignes. La première ligne, c'est qu'on a une dynamique construite autour d'une équipe centrale de juristes et des équipes locales de juristes. Donc le local, j'inclus également, donc ce sont tous les juristes qui sont dédiés à la business unit locale d'un pays. Donc j'ai inclus également nos juristes dédiés à Business Unit France qui sont dans la partie locale. Donc ça, c'est la première dynamique. Et la deuxième, c'est comme toute direction juridique, j'ai créé des départements, des sous-départements, j'ai des managers intermédiaires. Et donc aujourd'hui, j'ai 4 piliers au sein de la direction juridique, 4 départements au sein de la direction juridique. Le premier, c'est tout ce qui est business et contrat, on va dire. Ensuite, il y a un département corporate. Troisième département, ça va être le contentieux dans lequel j'ai logé également tout ce qui était marque et brevet pour des raisons historiques. Et dernier département, la compliance. Et Alors, j'ai sur la deux... partie... Ah, vas-y. Excuse-moi, Pierre. En cœur. Pour la partie locale, c'est une question qu'on pose souvent, moi. À partir de quand est-ce qu'on décide de recruter un local? Alors, c'est une question que je me suis beaucoup posée également. Alors moi, quand je suis arrivée, il n'y avait aucun juriste local. En 2018, on a racheté une société en Allemagne qui avait 2 juristes locaux dont je ne savais pas très bien quoi faire, pour être tout à fait honnête, parce que j'avais pas du tout anticipé ça et j'ai commencé à y réfléchir un peu après. Donc le critère, alors en tout cas, c'est celui que j'ai appliqué. Je ne sais pas si c'est celui qui est optimal partout, mais c'est celui sur lequel moi je me suis concentrée, c'est, à quel moment est-ce que les équipes locales ont un besoin de juridique, localisé. C'est-à-dire jusque-là, toute la ressource juridique était centralisée. C'était mes équipes basées à Paris qui fournissaient le support juridique qui était sollicité. À un moment donné, on a ce besoin qui soit un besoin de juridique internalisé, avec un juriste recruté en salarié, soit un besoin de juridique qui peut être externalisé avec des avocats. Alors bien évidemment, au début, on démarre avec des avocats parce qu'on ne va pas recruter tout de suite quelqu'un si on n'a pas en tête le volume. Et moi, les critères que j'ai utilisés, ça a été un mix de besoins exprimés par mes ressources, par les équipes commerciales locales, donc besoin que je vais challenger bien évidemment pour vérifier si c'est juste du confort ou si c'est un vrai besoin. Deuxième, mon avocat local, combien de temps il travaille pour nous? Quel est le budget qu'il va consommer? Et à un moment donné, autre besoin du type, quand on a un territoire qui est très loin avec 8 heures de décalage horaire, bah, peut-être que la réactivité nécessaire pour le business n'est pas assurée avec des juristes qui sont uniquement basés à Paris. Peut-être qu'on a aussi besoin d'un juriste pour avoir cette réactivité-là. Donc c'est ce mix, on va dire, d'éléments qui va me permettre de dire à un moment donné, bah, j'ai besoin de quelqu'un. Et donc j'ai commencé à recruter quelqu'un
en local avec mon premier entretien que je suis allée faire moi-même en Inde. Et donc, j'ai aujourd'hui une collaboratrice. J'ai 2 collaboratrices en Inde désormais. Et alors, Et je comment est-ce que, parce que tu as dit qu'il y avait des fonctions centrales et des fonctions locales, comment est-ce que tu orchestres, imaginons, je sais pas, tu as un juriste en droit social en centrale peut-être, mais imaginons que tu en aies un ou en IP, comment tu coordonnes entre le travail ou en données perso, ou enfin tu vois, avoir une fonction centrale versus les besoins qu'il peut y avoir au local. Comment ça s'articule parce que tu peux forcément peut-être avoir ta juriste en Inde qui va faire du droit social parce qu'elle est près du domaine et elle est face aux employés et aux questions. Et pour autant, il y a quelqu'un qui le fait au central. Donc, comment tu orchestres? Alors ça, c'est un vrai, sujet, c'est un peu le petit point, la petite ligne de crête, on va dire, dans l'organisation. Parce que le but de d'une organisation qui est très organisée entre centrale et locale, c'est de pouvoir se nourrir de l'autonomie, de l'expertise, de la compétence qu'ont les gens en local, sans pour autant, les soumettre complètement à ce qui se passe au sein du central. Donc l'organisation, elle est, elle doit s'adapter déjà au secteur, au profil qu'on peut avoir. Hem, Elle est aujourd'hui, j'ai travaillé sur un modèle de gouvernance, qu'en fait, quand j'ai un juriste qui rejoint le groupe, je lui envoie mon petit vade-mecum pour les nouveaux juristes du groupe. Dans ce vade-mecum, il y a plusieurs choses. Il y a, l'org chart du groupe, bien évidemment. Il y a également quelle est la mission du juridique et comment est-ce qu'on va s'organiser sur un certain nombre de sujets. Sur cette organisation-là, j'ai un tableau avec, bah, voilà, ça appartient au central, ça appartient au local, comme ça, c'est très clair pour tout le monde. J'ai introduit également les règles de base, juridiques, les guidelines juridiques sur les contrats, par exemple, quel est le tronc commun pour tout le monde et à partir de là, je vais mettre en place enfin un reporting relativement souple aujourd'hui, que je suis en train d'essayer de structurer un peu plus. Aujourd'hui, mon reporting, c'est un reporting avec, énormément d'échanges téléphonique, enfin vidéo call aujourd'hui, énormément d'échanges parlés où moi j'ai un échange, régulier tous les 2 mois avec mes juristes locaux pour savoir, avoir la vision un peu globale, leur donner la stratégie, leur donner un petit peu d'informations qu'ils ne peuvent pas avoir par ailleurs et faire en sorte qu'ils aient le sentiment d'appartenir vraiment à cette équipe juridique, parce que c'est important de parler à son directeur juridique des fois en direct et en parallèle de ces calls réguliers, avec moi, des calls avec un certain nombre de têtes de pont identifiées dans mes équipes. Donc, le responsable de la structuration juridique sur tel segment marché, la responsable département corporate avec sa juriste qui est dédiée au corporate sur le local, des calls avec la compliance officer, vraiment pour avoir une dynamique régulière pour que mon juriste local ait toutes les semaines, au moins 2 fois par semaine, quelqu'un du central au téléphone avec lequel échanger, partager sur certains sujets. Ça répond à ta question, Pierre? Ouais, ouais, et donc t'as pas trop de doublons en fait. Ça veut dire que tu vas Non. avoir la compétence, tu vas en avoir un qui, j'imagine, va avoir la vision générale parce qu'il aura vu le problème dans différents pays ou dans différentes juridictions. Et puis tu as le local qui va inputer sa vision locale et peut-être ils vont travailler en tandem parfois sur un sujet où tu vas avoir la vision, écoute, je l'ai déjà vu 4 fois, donc voilà ce qui se passe. Et puis l'autre input son vision locale. Donc c'est pas du doublon finalement. C'est pas du C'est de la doublon. complémentarité. Ouais, il y a énormément de tandems, et il y a des fois où, il y a des tandems où ils ont tous les 2 des moments de solitude au même moment, parce que ça peut arriver, parce que mes juristes, en centrale ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe dans la loi hongkongaise quand on a des contrats soumis à la loi de Hong Kong. Donc ça peut être pas mal d'avoir des gens locaux qui nous aident, mais principalement, ça va être du win-win et de la coopération, sur des sujets communs. Oui, ouais. Enfin, c'était la même chose chez Yahoo. Je te pose des questions, mais on est arrivé à la même conclusion. C'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre, c'est la Non. combinaison des deux. Donc, je suis d'accord. Et surtout le point, c'est de faire en sorte que le central ne fasse pas de droit, hors sol à un moment donné. Il faut qu'on puisse toujours être nourri par ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir avancer, optimiser. Le central typiquement, il crée les outils, contractuels notamment qui sont utilisés par, toutes les business units partout dans le monde. Donc pour pouvoir avoir des outils qui sont adaptés, il faut de manière indispensable qu'on ait ce feedback et on l'a, à plein d'endroits. C'est-à-dire que moi, je l'ai avec mes échanges, avec les general managers de pays ou d'autres interlocuteurs de différentes fonctions, mais y compris avec ce juriste local et pour mes équipes, beaucoup avec ce juriste local. Ouais. T'en parlais un peu, Solange, c'est un point qui, à mon avis, intéressant et je pense que ça a dû faire partie de tes challenges.
ton rôle a dû complètement changer en 3 ans, mais à vitesse très accélérée. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors oui, mon rôle a changé, d'une manière, assez inouïe. Alors moi, quand je suis arrivée chez Believe, j'étais un manager de proximité. Je suis arrivée pour gérer deux juristes. Je me souviens pendant mon entretien de recrutement, j'avais demandé à celui qui devait être mon manager, «Est-ce que je pourrais recruter des gens?» parce que ça me plaisait quand même de faire un peu mon équipe à ma main et il m'a répondu cette phrase magnifique, «Oui, oui, tu devrais recruter quelques personnes et à court terme, enfin à moyen terme, on serait combien? Oh peut-être 7 ou 8 juristes». Donc 3 ans plus tard, on est 26, donc ce qui montre que l'anticipation est quand même un sujet. Donc oui, le job a changé de manager de proximité. En fait, il a changé pour plusieurs raisons. 1, quand on est juriste de 2 personnes, on est manager de proximité. Quand on est juriste d'une entité qui ne traitait que le quart des sujets juridiques de la boîte auparavant, et ben, on va mouiller sa chemise, on met les mains dans le cambouis, on fait je sais plus quelle image utiliser, mais en tout cas, on travaille de manière très opérationnelle avec tout le monde parce qu'il faut construire la relation, créer de la confiance, montrer qu'on est là et qu'on a un effet un peu aimant, quand il y a des sujets juridiques qui sont chez nous, ils partent pas ailleurs. Il faut qu'on attire ces sujets juridiques. Et ensuite, progressivement, au fur et à mesure de la constitution de l'équipe, je suis devenue, donc manager de manager pour commencer, puis, manager avec plus de hauteur et finalement aujourd'hui, je travaille pas mal sur la structuration de l'équipe, la coordination de l'équipe. Je laisse la plupart des sujets, très, opérationnels à mes excellentes équipes qui s'en occupent, super bien. Je ne sais pas si certains d'entre eux sont connectés aujourd'hui, mais en tout cas, je tiens à le dire. J'ai l'impression que si. Parfait. Donc faut que je fasse encore plus attention à ce que je raconte, On a et certains de nos fidèles auditeurs aussi qu'on reconnaît aussi, qu'on salue. Oui, Hein. Voilà. Exactement. merci à eux. Merci à vous. et aujourd'hui, j'essaie de travailler pour avoir à la fois une proximité sur des sujets un peu terrain parce que j'ai besoin de m'en nourrir. Je reste malgré tout, je pense que le droit hors sol, c'est quelque chose que je veux vraiment éviter, donc j'ai besoin d'avoir ce lien avec le terrain, mais qui m'est donné beaucoup avec mes juristes. Je vais plutôt avoir pas une posture où je fais les choses, mais où j'oriente pour que ce soit fait par eux. C'est-à-dire que je vais plutôt, susciter la réflexion, arbitrer, essayer de challenger. Bon, des fois, je vous rassure, hein, ça m'arrive quand même régulièrement d'ouvrir les documents et de rentrer mes markups dedans. Mais voilà, j'essaie d'avoir cette vision d'organisation en fixant des objectifs. Là, en ce moment, je travaille, par exemple, sur les KPI. J'essaie de trouver des outils juridiques de LegalTech notamment, qui pourront venir, aider à la direction juridique. Voilà, j'essaie de consacrer plus de temps qu'avant sur ces sujets-là et c'est vrai que ça, c'était hors du scope quand je suis arrivée, il y a 3 ans. Est-ce que tu as eu des difficultés justement au-delà de l'agrandissement exponentiel de cette équipe justement et du changement vraiment de ton quotidien en fait? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été vraiment compliquées pour toi? Alors oui, il y a forcément des difficultés. Je pense qu'on a tous des difficultés au quotidien dans notre job. Là, c'est vrai que le contexte, on a peut-être mis quelques-uns. J'aurais tendance à dire que la plus grosse difficulté que j'ai eue, ça a été le fait d'anticiper, d'avoir la vision à moyen terme. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, de manière très logique, mon top management me dit, qu'il faut que j'ai une vision à 12, 24, voire 36 mois. Avoir une vision à 6 mois, c'est super compliqué déjà. Donc avoir cette vision suffisante pour anticiper, ça, c'est le point sur lequel voilà. J'ai beaucoup réfléchi dessus et j'essaie d'anticiper à chaque fois, mais c'est pas facile. Donc ça, c'est la première. Après, les difficultés, il y en a un petit peu dans le désordre, hein. Quand on recrute une direction juridique, avec un tel rythme, la question qui se pose, c'est créer quel poste, enfin créer le bon poste au bon moment, avec le bon profil. Donc avoir la bonne case dans l'organigramme, le bon périmètre, la façon dont ce périmètre-là va se coordonner avec les autres. Voilà, Un avoir aussi truc pour arriver à faire ça? de quoi? Excuse-moi? Je dis un truc pour arriver à faire ça, trouver le bon moment. Tu as fait quoi? Tu es parti de la page blanche, tu es parti des gens que tu avais déjà en poste, une combinaison Non, des deux? je suis partie du besoin en fait, tu vois? Mon tout premier recrutement, c'était quelqu'un, pour le corporate. En fait, moi, je suis arrivée, on m'a dit: «Tu feras un peu de corporate». Quand je suis arrivée, en fait, la complexité du groupe faisait que le corporate, c'était un gros bout. Moi, je ne suis pas une juriste corporate à la base, j'en avais fait parce que j'ai eu beaucoup de chance dans les télécoms, j'ai fait un petit peu près de tout. J'étais une boîte à enfin, j'avais voilà. Donc j'avais quelques bons référents, mais
pas l'expertise nécessaire. Donc, les premiers besoins, ce sont les besoins les plus simples. C'est un besoin de quelle expertise j'ai besoin, pour quel volume. Là, c'est à la rigueur, c'est ce qui se passe de plus facilement. L'autre sujet, c'est quand tu commences à créer des postes de manager pour avoir autre chose que de la simple expertise, ou quand tu dis, bah, j'ai mon expertise là, mais en fait, il faut que j'affine à l'intérieur de cette expertise-là, en disant, bah, j'ai besoin d'un juriste qui me fasse de ça, mais peut-être qu'il faudrait que je crée une petite sensibilité différente. Et donc, il faut que tu affines ton besoin. Tu vois, typiquement, moi, j'ai 2 postes chez moi qui sont des postes de juriste structuration. Donc, c'est quoi un juriste structuration? C'est un juriste qui est chargé de créer les contrats types qu'on a et qui va les déployer dans le monde entier. Donc, lui, il est censé rédiger des documents qui vont être adaptés sur l'ensemble de nos marchés, discuter avec l'ensemble de nos équipes commerciales locales pour qu'ils aient l'outil le plus performant qui soit, d'un point de vue commercial, juridique et autres. Bah, ça, c'est quand même un job à full time. Je ne peux pas demander à un juriste business à faire de me faire ça, parce que la coordination que ça impose dans les 20 territoires où on est présent, c'est assez dingue. Donc voilà, ça peut être une des difficultés que j'ai pu avoir. Et puis après, recruter, avoir la bonne personne en face de soi. Ça, c'est toujours pas facile. En effet, je ne peux que confirmer. Ça coderait là. Et oui, alors pour la petite anecdote, voilà, j'ai la petite blague, pour ceux qui se posent la question, j'aurais adoré aider Solange, mais je sais qu'elle est très bien accompagnée par ailleurs, mais je ne désespère pas un jour pour recruter les 26 prochains juristes. Voilà. C'est Donc, noté. Solange, non, mais bon, en fait, je sais qu'il faut bien, et j'imagine que Solange, ça a été très bien accompagné en interne, en externe. C'est vrai que ça, c'est un vrai métier de recruter pour le coup dans son équipe, même si on est manager. Et je pense que tu seras d'accord avec moi que c'est accompagnant d'être accompagné en interne aussi par les RH aussi, évidemment pour développer une politique de recrutement hyper importante ou par un recruteur externe. Mais en tout cas, c'est mieux quand on est. Tiens, ça me fait poser une question, Solange. Est-ce que pour ces recrutements, parce que très souvent, dans beaucoup de boîtes, les ressources humaines ne veulent pas que le juridique fasse appel à un cabinet de recrutement disant l'équipe Talent Acquisition va s'en charger. Et de mon expérience, je suis désolé, je vais poser une question un peu controversial, mais de mon expérience, en fait, les ressources humaines en Talent Acquisition sont incapables de recruter des juristes, tout simplement parce qu'on n'en recrute pas si souvent et que c'est un skill très spécifique de savoir ce qu'on recherche. Donc, toi, je sais que tu es passé par un cabinet de recrutement. Donc, pas que tu as réussi aussi à travailler en interne, parce que moi, mon expérience, et j'avais eu beaucoup de débats à l'époque avec les ressources humaines, en me disant, mais c'est juste pas votre métier, vous en recrutez un every freaking blue moon. C'est des compétences spéciales, c'est pas qu'on est extraordinaire, mais c'est que juste, c'est pas la même chose que des ingénieurs ou de l'informatique, etc. Donc, comment tu as fait le split entre, puisque c'est pas entre d'un côté l'interne et l'externe pour le recrutement? Alors, pardon Pierre de te le dire, mais je ne suis pas aussi sectaire que toi. Je pense que la DRH peut nous aider. Après, il faut savoir ce que tu attends de ta DRH. Si tu attends qu'elle te trouve le mouton à 5 pattes que tu cherches, le super juriste, hyper expert et autres, non, tes attentes ne sont pas les bonnes. Moi, ma DRH, ce que j'attends de sa part, c'est qu'elle puisse déjà m'aider à gagner du temps. C'est-à-dire que tout ce qui est diffusion des annonces sur les dashboards, tri des CV à partir des critères que moi je vais lui fixer au préalable, appel des candidats pour avoir une première température et autres, c'est très très important qu'elle puisse le faire, que ce soit en DRH interne ou externe. Et c'est vrai que chez Believe, on a une équipe de talent acquisition, on a une super DRH également qui peut m'aider là-dessus. Après, mon travail avec DRH, la DRH est un travail complémentaire, tout comme Audrey peut l'avoir dans le cadre de ses missions de recrutement pour des entreprises, je pense. Ce travail complémentaire, ça veut dire que ma DRH va tester certaines choses. Elle va aller tester notamment le candidat sur son savoir-être, par exemple. Elle va pouvoir faire des contrôles de référence également. Moi, je vais plutôt le tester sur comment est-ce qu'il va pouvoir s'intégrer dans l'équipe. Est-ce que son expertise est la bonne? Est-ce que ce positionnement est le bon? Est-ce qu'elle a les bons réflexes, la bonne expérience? Et donc, c'est ce travail complémentaire entre DRH et juridique qui permet, à mon sens, d'avoir les bons candidats. Moi, il m'est arrivé d'avoir des candidats où il y avait un truc qui me titillait, où j'arrivais pas à mettre le doigt dedans. Et quand je débriefe avec la RH, alors normalement, j'essaie de débriefer avec la RH avant de voir le candidat, c'est-à-dire qu'elle le voit en premier et moi ensuite. Il y a des fois où le timing a fait que c'était pas possible. Et en parlant avec la RH, en fait, elle a mis exactement du doigt, elle a pointé exactement du doigt, elle a mis Dans les les bons soft mots. skills, évidemment. Dans ma tête, je pensais les technical skills c'est sur ça c'est sur ça à quoi je pensais. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi.
Bon, donc tu n'es pas si sectaire que ça. Je ne suis pas sectaire, je parlais des technical skills. Moi, je n'avais pas le temps de faire passer les entretiens, je n'y arrivais pas, donc c'est pour ça que j'avais fait appel à des cabinets. Mais effectivement, je suis totalement d'accord avec toi sur les partenariats, sur les soft skills. Vous voyez, je ne Après, suis moi, pas si sectaire que ça. Moi, j'ai recours à différents types de cabinets, des cabinets internationaux, des petits cabinets de niche. J'ai testé. J'ai eu des ratages complets. Un jour, j'ai testé un cabinet, ils m'ont complètement raté, donc plus jamais je travaillerai avec eux. Ils n'ont pas compris le besoin ni rien. Bon, donc il y a aussi des cabinets avec qui ça marche, d'autres avec qui ça marche pas. Et j'ai travaillé avec de l'interne, et des fois avec l'interne, ils ont du mal à trouver, des fois ils arrivent à trouver. Ça dépend aussi. C'est un peu la loi de l'offre et de la demande. Ça dépend aussi des gens qui candidatent, des CV que tu reçois. Moi, j'ai eu un recrutement que j'ai fait. Donc, ma candidate est arrivée en juin. J'avais recruté, le recrutement avait été ouvert dès le mois de novembre d'avant. J'avais trouvé une candidate qui n'était pas bien, mais qui était plutôt bien, mais qui m'a claqué entre les doigts la veille de l'arrivée. J'ai mis longtemps à trouver la personne que j'aimais bien parce que juste ça matchait pas. J'ai mis 5 mois à trouver le candidat, voilà. Donc j'ai pu me permettre d'attendre. C'est pas toujours le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément le temps d'attendre de bons candidats et on a tendance parfois à prendre quelqu'un en disant ouais, ça fait l'affaire, c'est pas l'amour, mais ça peut l'affaire, ça fait l'affaire. Bon, voilà, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, hein, des CV qu'on reçoit. Ouais. Et si on prend un petit peu de hauteur, du coup, sur ces 3 ans, que ce soit en termes de recrutement ou en termes d'organisation, Solange, est-ce que tu as des conseils un peu à partager à tous nos auditeurs juristes qui peut-être s'attaquent à ces sujets-là, respectivement dans leur boîte? Bon, je vais faire mon grand sage. Je suis pas sûre d'avoir énormément de conseils à donner, mais en tout cas, ce que moi je retiens sur ce qui m'a aidé. Donc peut-être que ça peut aussi vous aider, qui sait. La première chose, c'est de vous servir de votre expérience des organisations et de l'humain. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a aidé, c'est de passer, de faire, avant Believe, j'ai commencé dans les télécoms, mais dans les télécoms, une boîte qui était un peu, avec un esprit, un mindset très, limite start-up. C'était la grande époque de Neuf Télécom et qui se tirait la bourre avec Free, si certains d'entre vous s'en souviennent. Avec une structure juridique très écrasée, voilà, et avec cette volonté de conquête, on avait un couteau entre les dents et on y allait. Et ensuite, j'ai fait le grand groupe, donc SFR, puis groupe Altis, où avec les organisations n'étaient pas du tout les mêmes. Moi, je me souviens quand on était arrivé chez SFR, c'était les cow-boys qui arrivent dans le bateau de croisière. Donc c'était quelque chose qui a marché, mais mine de rien, en voyant ces différentes structures et les personnes qui les incarnent et les personnes qui font leur carrière et qui y croient, ça nous permet d'avoir un retour sur qu'est-ce qu'une organisation qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut en retenir ou pas, et l'humain. Donc ça, c'est la première chose que j'aurais tendance à conseiller, c'est votre expérience, essayez de mixer. Je pense que le combo petite boîte, gros groupe, c'est super important, vraiment, pour avoir des ressentis différents. Donc si vous avez l'opportunité de faire les deux dans votre carrière, je pense que c'est une force. Et après, deuxième chose, c'est garder les chakras bien ouverts. Donc ça veut dire beaucoup d'humilité. Discuter avec ses pairs, regarder ce qui existe ailleurs, encore une fois, ce qui marche ou ce qui ne marche pas. S'ajuster aux besoins autour de vous, aux besoins de la société, se challenger. Voilà, et être sensible à la critique. Alors, écouter la critique, ça ne veut pas dire que tout est bon à prendre, mais en tout cas, l'écouter pour savoir essayer de se remettre en cause, challenger, et voilà. Et puis, dernière petite chose, je dirais, désolée, je suis un peu longue, réfléchir à la cohésion, à sa vision. C'est-à-dire garder de la cohérence entre la vision que nous avons pour l'équipe, la vision que nous avons de la société, nos valeurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à respecter énormément, c'est mes valeurs et comment je voudrais qu'elles soient incarnées dans l'équipe, et les objectifs que l'on nourrit pour cette équipe-là. Est-ce qu'on veut que ce soit l'équipe qui est la plus dans le sens du service, qui soit la plus performante, qui soit la plus rapide, qui soit la plus experte, qui soit voilà, c'est important. Merci en tout cas, c'est passionnant. Il y a plein de choses à en tirer. Si vous avez plein de questions, d'ailleurs, il y a plein de questions, donc on va pouvoir y répondre. On va traiter tout ça à la fin. Si vous avez d'autres questions aussi pour Solange, j'imagine qu'elle pourra vous donner deux, trois conseils. Mais merci Solange pour tout ça, c'était vraiment génial. Merci à Pierre? vous d'avoir permis d'exprimer. Oui, c'est pas fini, on a plein de questions. Il y a plein de questions pour toi, mais d'abord, c'est Audrey, jingle.
Get the fever. Get the fever, Audrey, à toi. Merci Pierre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des références et t'en parler selon justement de contrôle de références, très important quand on a grandi une équipe dans cette phase de recrutement très important. Alors c'est quoi une prise de référence? C'est appeler quelqu'un qui va dire si possible du bien de vous. C'est bien de le rappeler pour le coup, parce que moi en tant que recruteuse, je peux très bien avoir un avis positif, mais bon, ce sera jamais aussi important que quelqu'un qui vous a côtoyé au quotidien. Voilà, donc c'est vraiment très important. Alors qui est-ce qu'on appelle quand on prend une référence? Généralement l'ancien manager hiérarchique, ça paraît assez logique parce qu'il vous a encore une fois côtoyé au quotidien. Un opérationnel avec qui vous avez travaillé, du market, des achats, peu importe pour le coup, mais c'est aussi important, ça a une vision intéressante. Et si vous avez managé, c'est important aussi, on pense N+1, CEO ou DAF ou autre pour le coup, pour parler N+1, mais on pense aussi N-1, c'est hyper intéressant d'avoir quelqu'un qu'on a managé. Attention, quelqu'un d'impartial. J'ai déjà eu des références un peu trop sympas, ça en était même suspect. Donc attention. Et à contrario, quand on propose une référence, faut être sûr aussi que le retour soit assez long quand même. J'ai déjà eu aussi le cas de références catastrophiques. Et voilà, pour vérifier, j'ai appelé une deuxième personne, puis une troisième personne pour le coup. Et malgré tout, les références étaient mauvaises. Donc j'étais un peu surprise et j'en ai parlé au candidat. Chose importante pour le coup, c'est comment on prend cette référence. Légalement, en fait, on ne peut pas appeler quelqu'un sans l'autorisation de la personne. C'est-à-dire que la personne qu'on reçoit en entretien, elle doit nous donner en fait son autorisation. Voilà, pour un peu de théorie, c'est les articles L 1221.8 et 1121.9 du Code du travail, pour le coup, où en fait tout employeur souhaitant s'enquérir des références d'un candidat doit préalablement lui demander l'autorisation. C'est tellement tentant d'appeler quelqu'un qu'on connaît déjà, l'ancien N+1, etc. Légalement, on n'a pas le droit de le faire. Donc attention à ça. Même si c'est marqué sur le CV, on n'a pas le droit de le faire. Donc attention à ça, il faut avoir une autorisation écrite. Alors, quelles questions on pose? Évidemment, des questions sur la technique et les soft skills. En vertu du coup de toute l'expérience qu'on a pu avoir avec quelqu'un, c'est important de savoir si la personne s'est bien intégrée pour justement anticiper le futur. Alors, 2 exemples rencontrés très bien, très importants. J'ai déjà eu des process très longs en termes de références. Un client qui demandait justement des références personnelles aussi. Donc, il appelait sa tante, etc. C'était assez inédit. J'ai jamais eu ça auparavant. Et là, très important, c'est un grand groupe là, du CAC 40 qui récemment en fait m'a dit qu'ils allaient faire un background check près un prestataire externe pour pouvoir être en conformité avec toutes les règles de compliance internes. Donc, ayez ça aussi en tête. Donc, en conclusion, ne négligez pas l'importance des références. Partez toujours en bon terme si possible avec vos anciens employeurs. C'est quand même plus sympa, même si ça ne se passe pas hyper bien. Préparez en amont aussi une liste de référents. C'est bien de l'avoir en tête. Et si possible, donc restez en contact avec eux. Le monde est vraiment petit et celui du droit vraiment d'autant plus. Donc, c'est bien de rester en contact. Un petit conseil, il y a bientôt les vœux de bonne année. Et c'est toujours un bon prétexte, je trouve, pour garder le contact ou reprendre contact avec vos anciens employeurs et collaborateurs. À toi, Pierre. Merci Audrey. Pour ceux qui se demandent pourquoi je parle de jingle à tout le monde, c'était évidemment, on s'écrit entre nous, évidemment, ça devait arriver. J'ai écrit à tout le monde au lieu d'écrire au conférencier. Donc voilà, et on va aussi entendre mon jingle en entier parce que voilà. Donc voilà, vous connaissez un peu The Soup in the Kitchen, vous savez ce qui se passe. Voilà, décidément, je l'ai fait toute aujourd'hui. Alors, donc, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de négativité dans une équipe. Solange a parlé justement du fait qu'il faut bien recruter. Et vous savez, il y a toutes sortes de personnes dans la vie. Il y a des personnes extrêmement positives. Je crois que vous en connaissez quelques-unes sur ce chat. Et il y a des personnes extrêmement négatives. Alors, ça peut se manifester de diverses façons. Des gens qui se plaignent constamment dans votre équipe, qui ont une attitude passif-agressif ou qui vont prendre un malin plaisir à bloquer vos initiatives, critiquer à tout va le manager, je suis sûr que vous en avez tous connu, envoyer des ondes négatives dans votre organisation, faire preuve de scepticisme, etc. Voilà, ça c'est un peu compliqué à gérer des personnes négatives. Alors attention, de la critique constructive, c'est tout à fait acceptable, bien sûr, on ne cherche pas des bénis oui-oui à avoir dans une équipe, mais il doit y avoir des limites. Trop de scepticisme peut empêcher une organisation de progresser, d'être innovante. Et clairement, une seule personne négative dans une équipe peut ruiner l'ambiance de toute l'équipe. Donc, il faut absolument identifier ces personnes et les gérer, les dealer avec.
Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, la première chose, c'est que le leader, Solange ou d'autres, doivent expliquer clairement à l'équipe la montagne qu'ils doivent gravir ensemble, la stratégie, les moyens d'y arriver, les bénéfices et les challenges que monter cette montagne tous ensemble, ce projet d'équipe juridique vont apporter, ce qui va se passer concrètement pour les membres de l'organisation, à quel timing, et le leader doit demander aux membres de l'équipe s'ils sont prêts à gravir avec lui cette montagne et s'ils sont prêts à rejoindre ce projet. Et en fait, on obtient un opt-in, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller voir des membres d'une équipe et leur dire tu es motivé, hein, tu es motivé, regarde comme tu es motivé. Ça ne se passe pas comme ça. On propose un projet, on propose une vision stratégique, une montagne à gravir et les équipes doivent opt-in. Et donc, lorsque quelqu'un n'opt-in pas, manifestement, il faut absolument régler le problème assez rapidement. Alors, il y a plein de façons d'y arriver. Bon, d'abord, on essaie de recruter les gens avec la bonne attitude. Et là, on revient à cette histoire de recrutement et les soft skills dont on a parlé. Donc, on essaie de désigner ça et de trouver ça tout à fait dès le début, notamment dans le recrutement. Si on a quelqu'un d'hyper négatif dans un entretien, je recommande de vraiment creuser parce que ça peut devenir un problème pour votre équipe. Et de poser des bonnes questions, notamment des questions comportementales. Et je pense que dans un autre Legal Club Sandwich, on reviendra sur la notion des questions comportementales pour essayer dans les entretiens de trouver vraiment comment fonctionne la personne en équipe. Mais bon, si avec tout ça, on a quand même quelqu'un de négatif dans l'équipe, voilà quelques trucs à utiliser. Tout d'abord, s'entretenir avec la personne négative. Hein. Beaucoup de personnes ne se rendent même pas compte qu'ils sont négatifs et qu'ils sont toujours dans la critique non constructive, dans le scepticisme, dans l'ironie malveillante. Et donc, leur en parler et prendre un moment pour en discuter et demander d'où ça vient et pourquoi est-ce qu'il y a cette attitude constamment. Et voilà, essayer de faire prendre conscience à la personne qu'elle agit comme ça. Et parfois, justement, la personne réalise et du coup, change elle-même. Ou alors, quelqu'un qui critique constamment, eh bien, lui dire, OK, je prends ton point, mais je vais te demander de refaire ton commentaire, mais de manière constructive. C'est-à-dire que tu ne vas pas juste critiquer et déblatérer sur tout ce que je fais ou ce que fait tes petits camarades. Tu vas dire, voilà, ça, je pense que ce n'est pas idéal pour telle raison. Et donc, je suggère… Donc, amener la personne à suggérer des choses positives plutôt que juste critiquer. Et là, du jour, la critique est aisée. On se rend compte que lorsqu'on demande à la personne de proposer quelque chose d'autre, ça devient tout de suite un petit peu plus difficile peut-être pour la personne, ou en tout cas, ça la ramène dans avec des ondes positives. La positivité ici, ça commence par le leader lui-même. Regardez comment vous vous comportez vous-même. Est-ce que vous avez un rôle modèle d'attitude positive? Est-ce que vous me montrez que la bureaucratie vous exaspère dans l'entreprise? Est-ce que vous critiquez vos peers devant votre équipe, etc. Tout ça, c'est des comportements qui vont aussi inciter vos équipes s'ils vous voient le faire. Et puis, bien sûr, avoir, comme l'a dit Solange, des valeurs, des principes. Et une de ces valeurs et ces principes peut être la positivité. Et puis, si avec tout ça, vous n'y arrivez pas, eh bien, voilà, il n'y a pas d'autre solution. Il y a des choix et des conséquences. Quelqu'un qui est extrêmement négatif peut ruiner une équipe de 25 personnes. Donc, mieux vaut prendre les décisions qui s'imposent. Le reste de l'équipe vous en remerciera. Voilà. Merci Pierre. On passe aux questions. On en a beaucoup aujourd'hui, donc bravo Solange. À mon avis, ça a passionné tout le monde. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes les questions, sinon peut-être qu'on prolongera un peu si jamais vous nous autorisez ça. Peut-être pour commencer, on a une question de Lola. Donc merci Lola pour ta question, qui nous demande quel conseil donnerais-tu à un juriste qui crée une direction juridique au sein d'une entreprise qui, jusqu'alors, n'en avait pas? Toi, c'était pas à ce point au début, parce qu'il y avait quand même une ou deux personnes. Mais voilà, quel conseil tu aurais à donner à Lola, par exemple? Alors, donc je comprends du contexte, c'est une société on parle d'une société qui n'a pas de culture juridique, justement. Donc la première chose, c'est de la créer. Donc pour créer cette culture juridique, il faut apprendre à marketer ses réussites. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu as pu identifier comme risque que tu as pu que tu as pu gérer, par exemple. Quelles sont les choses que tu as pu formaliser et qui a donné plus de clarté à l'organisation, plus de je sais pas moi, plus d'une meilleure coopération entre les gens.
je ne sais pas trop sur quel domaine. Alors, généralement, quand on recrute son premier juriste, il est soit en corporate, soit en business. Mais sur ces sujets-là, faut vraiment ne pas hésiter à montrer ce que tu fais et à faire comprendre ce que tu fais et l'avantage pour la société de ce que tu fais. Il faut quand même garder en tête une chose importante, c'est que le juridique, c'est pas une fin en soi, c'est un outil pour la stratégie de l'entreprise, que c'est une stratégie commerciale ou autre. C'est vraiment un outil à la main de l'entreprise pour que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs. Donc, il faut s'inscrire là-dedans et montrer à quel point tu es bien inscrit dedans. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais voilà. Bon, on espère que ça y répond, pardon. Sinon, Lola, tu nous contactes ou tu contactes Solange, elle n'hésitera pas à t'aider, j'en suis sûr. N'hésite pas à me contacter sur LinkedIn si besoin. On va Je faire pourrais passer échanger avec plaisir. ton profil. C'est sympa, Solange. On a une question d'Audrey. Salut Audrey, qui nous demande comment réussir à manager des profils plus spécialisés, peut-être que toi, voilà, dans des domaines que tu connais moins. Ça, c'est quelque chose que tu as dû vivre forcément. Voilà, elle se pose cette question, Audrey. C'est en fait le management. Il y a plusieurs formes de légitimité dans ton management. Il y a la légitimité qui est fondée sur ton expertise. Oui, c'est pas forcément la légitimité que je préfère. C'est la plus facile, mais c'est pas forcément celle qu'on préfère. Il y a une légitimité fondée sur le fait que tu as la vision stratégique de l'entreprise. Il y a la légitimité fondée sur le fait que tu as un historique, sur le fait que tu as une bonne façon de challenger les choses. Enfin voilà, il y a plein de sources de légitimité. Moi, j'estime que quand tu es un bon manager, tu dois savoir manager des gens qui ont une expertise que tu n'as pas. Moi, dans mon équipe, il y a, je vais dire, 80% des juristes de mon équipe ont une expertise bien supérieure à la mienne sur les sujets dans lesquels ils interviennent. Je le vis extrêmement bien. Le point, c'est que avoir un juriste, la difficulté, c'est quand tu as quelqu'un, un de tes juristes, qui a une plus grosse expertise que toi, tu as tendance à déléguer complètement, dire de toute façon, j'y comprends rien, c'est pas mon sujet, je lui laisse. C'est ça l'erreur à ne pas commettre. C'est-à-dire que manager des gens qui ont une expertise supérieure à la tienne, super, ils te racontent des choses, tu ne peux pas les challenger sur l'expertise. Par contre, tu peux les challenger sur autre chose. Tu peux les challenger sur est-ce que tu es clair, c'est quoi le rationnel, c'est quoi l'enjeu de ce que tu proposes. On a tous connu des juristes, ça nous est peut-être arrivé aussi à nous de proposer des choses juste pour la gloire, c'est pour la beauté du geste juridique. Bon, c'est sympa la beauté du geste. Intéressant, Audrey, pardon, Solange. Je ne sais pas si tu. Non, mais aujourd'hui, vraiment, je l'ai fait toutes, comme ça, c'est fait. Est-ce que tu ne trouves pas que ce rôle de candide, justement, quand tu n'as pas l'expertise, est un rôle hyper important? Parce que Ah si. au lieu d'être noyé dans ton expertise, toi, tu as un œil totalement neuf. Et moi, j'appelais ça avec mes équipes le rôle du candide. Et du coup, tu as des idées complètement peut-être qui te paraissent surréalistes, mais qui sont loin d'être idiotes finalement, parce que tu n'es pas dedans. Exactement. Je suis 1000 fois d'accord. Ça te permet d'avoir justement cette hauteur et cette vision du candide. Ça te permet de faire des analogies entre des terrains juridiques auxquels personne n'aurait pas forcément pensé. Ça te permet en posant des questions un peu idiotes, ça permet aussi de challenger le pourquoi du comment. Donc, aucun état d'âme. Moi, par exemple, ma responsable juridique du département corporate, qui est une voiture de course sur un avion de chasse sur le sujet. Je lui fais une confiance totale et je pense que je lui pose souvent des questions où elle doit se dire bon, bah, vraiment, elle ne s'y connaît pas en corporate, mais je la challenge et effectivement, on arrive à des choses parce que je viens pas la gérer sur son domaine d'expertise. Donc au contraire, si vous voulez être un bon manager, manager des gens qui ont une expertise différente de la vôtre, ça va aller vous consolider sur certains des piliers indispensables au job de manager. On va passer plus à des questions sur la culture juridique ou la culture au sein de l'équipe juridique. On en a une de Alexandre, salut Alexandre, qui nous demande, est-ce que tu as entrepris des initiatives pour soutenir une culture de business enabler au sein de ton équipe? Alors, j'aurais tendance à dire oui et non. En fait, la première initiative, c'est pendant le recrutement. C'est-à-dire que pendant le recrutement, pour moi, il y a une des valeurs cardinales du juriste, c'est le sens du service et au service du business. Donc, à partir du moment où on insiste un peu lourdement là-dessus,
que ce soit pendant le recrutement ou pendant toute la période d'essai, on a un petit peu moins de surprises et surtout on arrive à donner la bonne impulsion. Après au quotidien, moi je remonte auprès de mes équipes, en tout cas j'essaie de le faire quand j'ai des satisfecit à leur donner, quand j'ai des feedbacks du terrain qui sont super positifs, et ben je leur donne. Il y a pas très longtemps, j'ai voilà, j'ai le CEO du groupe qui m'avait envoyé un mail en disant sur un truc, il était super content. Je l'ai redescendu à mes équipes en disant: «On va dans la bonne direction les gars, c'est super, on continue». Inversement, quand j'ai des remontées du business qui sont pas ouf, et bien, je vais les prendre, je vais essayer de les comprendre déjà et puis ensuite je vais les redescendre aussi à mes équipes, pas en mode, scud enflammé, mais plutôt en mode: «Bon, bah, là, on s'est loupé, qu'est-ce qu'on fait pour arranger les choses? Il faut qu'on fasse quelque chose». Et après, une des choses qui est très claire, c'est qu'en fonction des attentes de business, qu'on soit aux attentes ou qu'on n'y soit pas et surtout si on n'y est pas, c'est pas uniquement la responsabilité de mes équipes. C'est aussi que moi, j'ai pas su leur donner la vision et l'attente. Donc, on le vit ensemble. Une question qui peut être un peu liée, qui est plus sur les outils, justement, pour favoriser les échanges avec l'équipe. Il y a Virginie qui nous demande si toi, tu as mis des outils en place pour favoriser la communication entre l'équipe, sachant que tu as des profils qui sont peut-être aux quatre coins du monde. Est-ce que tu as mis des choses comme ça en place ou pas du tout encore? Alors aujourd'hui, pas encore. C'est une des choses sur lesquelles on est en train de travailler justement, pour avoir, déjà des partages d'informations qui soient plus transverses, plus mondialisés, au même endroit. Donc je l'ai pas encore, mais ça fait partie de ma to do de l'année 2021, de travailler sur, de mettre en place, de manière worldwide pour tous les juristes, des KPI homogènes pour chacun, des outils, de partage d'informations également. Donc j'ai quelques outils Legal Tech, mais rien sur la partie, aujourd'hui, non. On se repose beaucoup, pour plein de raisons, on se repose beaucoup sur les échanges, oraux, réguliers dont j'ai parlé tout à l'heure, des weekly calls, des monthly calls, vraiment avec, à occurrence régulière, mais pas encore ces outils-là. Mais oui, je dois le faire par contre, c'est une très bonne question. On a Et décidé de prolonger un peu plus longtemps, juste que vous ne soyez pas surpris. Solange, tu es donc la première à être inondée de Ah! questions. Bravo. Mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà, on prolonge un tout petit peu pour répondre à toutes ces questions. ouais, si on voit que les gens partent, au bout d'un moment, on va finir par arrêter. Mais comme il y a des super questions intéressantes, on va continuer. On a Alexandre qui revient à la charge, qui est passionné, Alexandre. Il nous demande justement comment tu abordes la digitalisation des entreprises dans le domaine du droit. C'est indispensable. A fortiori, chez Believe, la digitalisation, c'est dans l'ADN. C'est-à-dire que Believe s'est créé, au début, notre logo, notre marque, c'était Believe Digital. Donc, parce que croire dans le digital, c'était hyper important. Donc, c'est déjà dans l'ADN de la boîte. On fait un maximum de choses. Après, dans les outils de la Legal Tech, c'est compliqué parce qu'il y a pas mal d'outils qui existent aujourd'hui. Et trouver le bon outil qui correspond à tes besoins et qui avec le bon paramétrage, voilà, c'est un vrai projet à part entière. Donc oui, on utilise certains outils, de digitalisation. Notre registre de traitement de données personnelles, il est digitalisé parce que faire un truc comme ça en version juste son petit Excel, à soi, c'est juste pas possible. Donc on a, on voilà, on a un outil, de gestion de nos contrats qui sont signés dans le monde entier. On signe des milliers de contrats, toutes les semaines dans le monde entier. Donc forcément, c'est digitalisé pour la fourniture des templates, pour la signature et l'archivage des templates, la génération du contrat aussi. Donc, c'est indispensable. Après, pour moi, c'est indispensable chez Believe. Est-ce que c'est indispensable dans toutes les boîtes? Je pense qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi on utilise, la digitalisation. Quel est le besoin? Encore une fois, quel est le besoin de l'entreprise? Donc, faut le garder en tête. Globalement, j'ai plutôt tendance à être une convaincue de la digitalisation, mais ça vaut le coup de se reposer la question à chaque fois. Ok, très bien. On va passer aux questions un peu plus sur toi. Pour terminer, il y a Marie qui nous demande où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Attention, question piège. Marie, tu m'as pas écoutée. J'ai déjà dit qu'anticiper à 6 mois, c'était une épreuve. Alors à 5 ans, mon Dieu, écoute, je garde les chakras bien ouverts. Donc, j'irai là où mon goût et le vent me portera, mais je pense que Billy va encore beaucoup de choses à faire.
Donc, à court et moyen terme, Believe, ça fera encore partie de mon histoire. 5 ans, c'est peut-être un petit peu trop loin pour moi encore. Et toujours sur ton expérience, Audrey nous demande si tu as fait des formations de management pour tout ça. Alors, oui, effectivement, j'ai eu cette chance-là. C'est-à-dire que, alors, j'arrête pas de parler de moi aujourd'hui, c'est assez troublant quand même. Alors, moi, quand je suis devenue manager, ça s'est passé quand? Ça s'est passé quand SFR a racheté Neuf. J'étais chez Neuf, on avait un directeur juridique qui est super, qui est toujours quelqu'un de super et d'important dans mon référentiel professionnel, qui avait tous ses juristes en râteau. On est racheté par SFR où il y avait pas les juristes en râteau, c'était un peu plus compliqué que ça. Donc, on passe d'une équipe de 13 juristes à une équipe de 60. Et à ce moment-là, mon manager me dit: «Bon, bah, dans le cadre du rapprochement, on va réorganiser un peu. Il y a un poste de manager qui se dessine sur tel périmètre. Est-ce que ça te tente?» Donc moi, mon premier réflexe a été: «Est-ce que je vais être bonne là-dedans?» C'est le fameux syndrome de l'imposteur. On demande à faire un truc, nouveau, on se demande: «Est-ce qu'on va y arriver?» Donc j'ai eu de la chance, j'ai eu un manager qui m'a beaucoup soutenue en me disant: «Pas de problème, moi j'ai pas de doute». Et donc j'ai commencé ce poste de manager, en n'ayant aucune formation sur le sujet. Mais par contre, j'ai eu de la chance, dans la mesure où SFR avait décidé d'offrir à chacun des managers qui commencent à être manager, dans la première année du poste, une formation. Et donc ça a commencé, 3-4 mois après ma prise de poste et au rythme d'une session de formation qui durait entre 1 et 2 jours par mois, pendant toute une année. Donc j'ai eu des briques de formation au management. Ces briques-là, je les garde toujours très précieusement, en tête parce que comme toute formation, il y a des choses qui sont moyennement convaincantes. Il y en a d'autres par contre qui sont hyper utiles et moi j'ai toujours des tips qu'on m'a donnés lors de cette formation que je garde et après, qui me sont encore utiles aujourd'hui. Donc ça a été ma formation initiale et puis sinon aujourd'hui je continue à me renseigner un petit peu sur le management. Donc il y a plein de bouquins sur le management. Bon, il y a à boire et à manger, mais il y a des articles et des choses comme ça. Lisez, ça peut lisez et puis essayez de vous mettre en situation quand vous lisez des choses comme ça peut vous aider. Et toi, tu es parfaitement dans la mise en situation, je crois, depuis 3 ans, du coup. Complètement, complètement. Bon, Parfait. merci Solange. Franchement, c'était passionnant. On a passé un super moment avec toi. Merci pour ta disponibilité et puis toutes ces réponses. On va faire un replay, donc voilà, on diffusera ça, que ce soit sur la page LinkedIn de Legal Club Sandwich ou sur le site directement. La semaine prochaine, on a 2 super émissions aussi qui nous attendent. Alors la première, ça va être mardi. On va parler de gestion de risque. Peut-être que Pierre, tu peux nous en dire un mot? Absolument, on va avoir quelqu'un qui vient de la société Control Risks. C'est une société mondiale qui gère les risques type enlèvement, drame, suicide d'employés, enfin tous les trucs les plus dramatiques que vous pouvez avoir, jusqu'à des trucs type fuite de données plus classiques et qui accompagne les sociétés à gérer les risques, que ce soit vraiment des risques physiques ou des risques de société et des comités de direction et des équipes de direction pour gérer voilà, ce genre de situation. Donc, on va parler de comment bien gérer une crise, voilà, mardi prochain. Et ensuite, jeudi, on accueillera Charlotte Frely, qui, elle, va nous parler des KPI, donc comment évaluer la performance d'une direction juridique. Voilà, c'est un sujet que tu as abordé un petit peu, Solange. Je sais qu'il y a plein de personnes qui m'en ont parlé. Je vois Zineb qui est connectée ici, qui m'en a parlé il y a peu de temps. Donc, on va aborder ce sujet-là. Et puis, on espère que ça va tous vous être utile. Merci à tous pour Merci votre beaucoup. présence aujourd'hui, votre fidélité. Merci Solange encore une fois. Ce Et fut un puis, plaisir. Merci à vous. bah, c'est Merci l'essentiel. Solange. Et on se Et retrouve puis, tous mardi à midi, pardon, et pas 11h. Ah, ça y est, Enfin, t'as nous, fait on sera... pour toi aussi aujourd'hui. Yes, yes, il n'y a pas que moi. Je me permets de réagir. Les KPI, que vous ayez envie d'en mettre ou pas dans votre entreprise, écoutez, je pense que c'est important que tout le monde aille écouter cette session-là, parce qu'il faut les garder en tête, même si on ne les met pas en place, les garder en tête pour avoir un état d'esprit orienté KPI, c'est hyper important. Absolument d'accord. merci Solange pour la pub. Merci. Allez, c'est parti. Le générique de Club Sandwich. Oubliez, c'est plus celui de Suits. Hein. Ah, merde.